On va continuer sur un sujet totalement différent, la thérapie cellulaire en orthopédie. Et c'est le professeur Philippe Rosset de Tours qui va faire le résumé de la table ronde qu'on a présidée et organisée. La parole est à toi. Bonjour, merci l'Académie et Jean-Michel de me permettre de vous présenter une synthèse de cette table ronde. Alors, l'intérêt de l'orthopédie, c'est que c'est une spécialité qui concerne à la fois l'os, les ligaments, le cartilage, et donc qui est multiple, et ça se traduit effectivement dans l'utilisation de la thérapie cellulaire qui, spontanément, n'est pas rattachée à l'orthopédie. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même quelques possibilités. Bien sûr, on est encore loin d'une application courante. Un court rappel, la thérapie cellulaire est définie comme faisant partie des biothérapies et c'est l'implantation in vivo de cellules pour régénérer un tissu, du cartilage, de l'os, un ligament. Actuellement, c'est fondé bien sûr sur les cellules autologues et essentiellement les cellules nucléées de la moelle qui sont les cellules souches mésenchymateuses. Cellules souches, c'est-à-dire qu'elles sont capables à la fois de se diviser pour se renouveler et aussi de se différencier dans les différents tissus qui concernent le mésoderme. On peut les utiliser telles quelles, on peut aussi les utiliser après les avoir cultivées pour augmenter leur nombre ou éventuellement les modifier in vitro, mais là on n'en est pas encore là en clinique humaine. Et on peut soit les injecter en percutané, soit les apporter sur le site opératoire avec une matrice ou seul. Donc, il y avait 7 intervenants et on va revoir qui balayaient un certain nombre d'aspects. Et donc, pour commencer, Pierre Lérol de 1957, unité INSERM de Nantes, dont je fais partie aussi, qui a présenté les grands principes. Et là, vous avez résumé sur ce schéma ce qui peut être fait en thérapie cellulaire avec la ponction de moelle qui permet de récupérer les cellules nucléées de la moelle qui sont ensuite mises en culture, ce qui permet d'isoler les cellules souches mésenchymateuses qui adhèrent au plastique. Pour l'instant, on n'a pas de possibilité de triage ni de marqueurs qui permettent de réellement les identifier. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont multipliées, on peut soit les utiliser directement, soit les implanter avec une matrice de différents types, essentiellement des matrices phosphocalciques. Et pour vous donner un exemple de ce qu'on avait pu faire, voilà au bout d'un jour les cellules qui sont, vous voyez, sur les granules de biomatériaux, et les cellules, ce sont ces petites taches-là, et puis progressivement, elles établissent un réseau entre les granules, et tout l'intérêt de pouvoir les faire se cultiver sur les structures 3D, c'est qu'elles ont l'aptitude à développer des contacts avec leurs philopodes qui stimulent leur différenciation, et très rapidement, vous voyez qu'on arrive à obtenir, quand il y a un matériau sur lequel ils peuvent se développer, un tissu, c'est très schématique, mais vous voyez, ça fait 2 cm de diamètre, ça peut faire des rouleaux qu'on peut mettre dans des pertes de substances si nécessaire pour le petit animal pour l'instant. Mais c'est une projection pour l'avenir. Et donc, pour revenir aux exposés qui ont été faits, Charles-Henri Fougea-Lachagnette, qui travaille avec Philippe Hermigou, a rapporté l'expérience de Philippe Hermigou sur l'utilisation de moelle concentrée autologue dans les ostéonécroses avec plus de 2000 cas, où ce qu'il est important de retenir, c'est que cette méthode simple, efficace, permet de retarder la mise en place d'une prothèse totale de hanche dans les ostéonécroses quand la tête a conservé sa sphéricité. C'est simple, c'est sûr, et le coût est modéré. On sera amené à reparler des problèmes réglementaires ensuite. Autre intérêt de la moelle concentrée autologue dans la réparation des lésions de la coiffe des rotateurs. Et là, il y a une étude menée à Créteil très intéressante qui a permis dans un premier temps de constater que la concentration en cellules souches était moindre dans le cadre de la coiffe et d'en déduire que l'utilisation de ces cellules par l'intermédiaire de leur concentration au sein de la moelle permettait de sécuriser et d'avoir de meilleurs résultats avec une première série de 20 coiffes à ciel ouvert pour lesquelles la moelle concentrée a été répartie en 8 cc dans le muscle infraspinatus, 8 cc dans le tubercule majeur au niveau osseux et 4 cc dans le tendon. Et une deuxième série sous arthroscopie, où là, pour éviter que les cellules se dispersent dans l'articulation,
eh bien, les cellules étaient mises en place au sein d'un gel qui permettait de les fixer sur place. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur ces séries qui sont peu nombreuses, mais qui ont l'avantage de valider un principe, il n'y a pas eu de rupture itérative, la vascularisation a été améliorée ainsi que la qualité du tendon. Et il y a aussi eu une amélioration de l'involution graisseuse que l'on observe dans les muscles dans ces ruptures de coiffe. Et de même, la qualité osseuse à la jonction os-tendon elle-même était améliorée. Donc ça, c'est sûrement quelque chose qui amène à réfléchir sur la prise en charge des sutures de coiffe dans le futur. Gilbasio Daltro, collègue brésilien, donc très investi dans la drépanocytose au Brésil, puisqu'il nous a fait un rappel épidémiologique montrant que c'est un problème fréquent dans ce pays, a rapporté l'expérience de la moelle concentrée autologue dans les nécroses du talus en cas de drépanocytose, qui est là, par contre, assez décevante avec une progression des lésions, et qui a confirmé les résultats dans les ostéonécroses de la tête fémorale. Ensuite, notre collègue Rodrigues Pinto, portugais, c'était la nation invitée cette année, a présenté un travail très en amont d'une implication clinique qui concernait la population cellulaire du nucleus pulposus. Dans le disque, la population cellulaire est très mal connue et le but était de les caractériser pour voir si on pouvait envisager les bases d'une thérapie cellulaire pour lutter contre la dégénérescence discale, problème bien évidemment très important sur le plan épidémiologique. Donc à partir de disques sains, ils ont pu isoler des cellules qu'ils ont immortalisées. Pour l'immortalisation, là il y a un problème qui se posera au sein du réglementaire si on passe à la clinique. Il y a des virus qui sont mis en place au sein de la cellule, et ça c'est un souci. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les lignées immortalisées, ils ont pu constater que ces cellules avaient des marqueurs communs avec les cellules souches mésenchymateuses qui pourraient être donc les précurseurs. Et là, on revient à l'utilisation potentielle des cellules nucléées et donc des cellules souches contenues dans la moelle osseuse. Frédéric Dupranat de Brest, qui s'est pas mal investi dans le cartilage et le ménisque, là nous a rapporté les essais concernant le cartilage où les espoirs ne sont peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait justement, puisque pour les petites lésions de 4 cm², les microfractures restent probablement une tactique tout à fait valable, et que ce n'est qu'en cas de grande lésion qu'on peut peut-être espérer des résultats satisfaisants avec la thérapie cellulaire, mais tout cela est loin d'être validé dans la mesure où il y a eu un certain nombre d'essais, de méthodologies variables, et la comparaison en est difficile, en particulier à moyen terme. Pour le ménisque, là on est encore plus dans l'expectative, puisqu'il y a les implants qui n'ont pas été réellement validés chez l'homme. Ce qui reste probablement le plus sûr actuellement, c'est les allogreffes méniscales. Il y a un essai qui est en cours, mais c'est une logistique lourde. Et puis, l'idéal serait d'avoir une matrice que l'on puisse cellulariser, avec une matrice, alors collagène, polymère, les choix sont possibles, bien sûr. Et là encore, les cellules souches mésenchymateuses sont certainement les cellules les plus adaptées. Mais avant qu'on puisse avoir ce type d'implant sur le marché, il y a un certain nombre d'obstacles réglementaires à surmonter. Une étude intéressante d'un autre collègue portugais, João Torres, sur un problème quotidien qui est les fractures intertrochantériennes, où on pensait avoir résolu un certain nombre de problèmes, mais en fait il apporte une donnée nouvelle, puisqu'il a randomisé 2 populations de fractures intertrochantériennes synthésées par une vis plaque, et dans un des groupes, qui était le groupe expérimental, il mettait en place, avant de mettre la vis à l'intérieur du canal, au contact du foyer, un mélange associant de la moelle concentrée et des granules d'hydroxyapatite. Et il a pu constater que dans le groupe moelle concentrée plus granules d'hydroxyapatite, il y avait une amélioration significative du score de Harris ainsi que des douleurs. Et c'est vrai qu'on pensait que ce type de fracture finalement avait une évolution favorable au point de vue consolidation, et là il y a manifestement une application au quotidien qui peut peut-être être utile.
Et pour terminer, je voudrais vous rappeler donc, les résultats d'un essai de thérapie cellulaire qui a été mené au niveau européen concernant les pseudarthroses, associant comme centre français Créteil et Tours, et qui était l'utilisation des cellules de manière vraiment avec ingénierie tissulaire, puisque l'aspiration au niveau de la moelle permettait de récupérer de la moelle qui était ensuite transférée dans un laboratoire et mise en culture sur les cells stats pendant à peu près 3 semaines. Les cellules étaient récupérées à 90 degrés de confluence, ces aspects de fibroblastes allongés dans les flasques. Et vous voyez ici ce que donne 200 millions de cellules souches mésenchymateuses qui tiennent dans 10 ml de petites seringues. Et ces 200 millions de cellules étaient ensuite mélangées, comme vous le voyez ici, à l'aide de ce dispositif très simple. Le biomatériau était dans une seringue, les cellules dans l'autre, et donc on les mélangeait. Et on abordait le foyer de fracture en décortication, et au lieu de mettre une autogreffe spongieuse comme on l'aurait fait classiquement, on mettait en place les granules avec les 200 millions de cellules. Et donc, voilà, sur cet essai, qui était un essai simplement de safety feasibility, on a eu 28 malades traités, il y a eu un échec, c'est un tour en jeu, et les autres ont été un succès à 6 mois, donc 92% de succès, c'est quand même quelque chose de très satisfaisant et qui est au moins égal, sinon mieux, au traitement de référence qui est l'autogreffe spongieuse. Bien sûr, on constatait que les tibias consolidaient plus lentement que les fémurs et il n'y avait pas, sur cet effectif très réduit, de relation avec le fait de ne fumer ou pas. Voici un exemple, par exemple, d'une pseudarthrose traitée par cette technique, et vous voyez, ça c'est du calme qui a été obtenu uniquement avec des cellules et du biomat. Donc, en conclusion, concernant la consolidation osseuse, on peut dire que la moelle concentrée a été validée dans le traitement des pseudarthroses. C'était l'article de Philippe Hernigou dans le JBJS, qui était vraiment indiscutable sur une série de 85 cas. Moelle concentrée substitut osseux dans les pertes de substances de petite taille, c'est sûrement une solution, mais la difficulté, c'est de savoir jusqu'à combien de centimètres cubes on peut utiliser cette méthode. Les cellules souches cultivées, le substitut osseux, c'est validé a priori par l'étude que je viens de vous montrer, et une deuxième étude va débuter, puisque l'Europe nous a financé pour une deuxième étude, où là, on va randomiser autogreffe, décortication tout à fait classique, versus les biomatériaux mélangés à un dosage et un autre dosage de cellules pour voir s'il y a besoin de faire 200 millions de cellules ou simplement 100 millions. Le PRP avec un gros point d'interrogation, le PRP dans la consolidation, il faut retenir que plus les études sont de bonne qualité, moins bons sont les résultats. Ensuite, notre gros problème, en fait, c'est les grandes pertes de substances avec le problème de la revascularisation, puisque dans ce qu'on crée, le composite biomatériaux cellules, c'est très bien, mais en fait, il faut qu'il soit revascularisé, et c'est là où l'autogreffe est très utile, et c'est là où, dans les grandes pertes de substances, la technique de la membrane induite est, pour l'instant, non concurrencée par la thérapie cellulaire. Et donc les évolutions, c'est sûrement de réfléchir à des matrices, qui soient des matrices 3D, nano ou microstructurées, biodynamisées avec des facteurs de croissance, en sachant qu'à chaque fois, quelle va être la biodynamique du facteur de croissance. On sait très bien, par exemple, les BNP agissent à un certain moment, peuvent avoir un effet paradoxal à un autre moment, et que les concentrations sont très faibles par rapport à celles qui ont été utilisées en clinique. Et il y a sûrement un aspect prometteur, c'est le bioréacteur. Le bioréacteur, c'est-à-dire de créer un volume dans lequel on apporte la vascularisation, les biomatériaux et la cellule, et on transpose le composite après, in situ, à l'endroit où on en a besoin. C'est lourd, mais c'est probablement une solution. Donc en conclusion, retenir l'intérêt majeur de la moelle osseuse concentrée autologue dans les pseudarthroses et les ostéonécroses, peut-être dans les fractures perto-cantériennes et dans les poids des rotateurs, comme on l'a vu. Pour l'instant, l'utilisation de ces concentrateurs en salle est, entre guillemets, tolérée au bloc opératoire.
Le coût est acceptable, de 1 000 €. Et associé à un biomatériau, là, on tombe dans le domaine des médicaments. Et là, on a des règles très contraignantes de la NSM qui sont vraiment une énorme difficulté qu'il va falloir contourner ou adapter. Pour la culture cellulaire, pour les pseudarthroses, c'est probablement intéressant, mais le coût, c'est quand même 20 000 €. Donc, c'est quand même très, très cher. Pour le cartilage, il y a probablement un intérêt pour les grandes pertes de substances. Mais avant d'arriver à recréer la structure en plusieurs couches du cartilage, je pense qu'il va y avoir un certain temps. Et pour le ménisque, ça reste encore du domaine théorique. Je vous remercie. Le commentateur est Philippe Amidou, à qui on passe la parole. Mes chers collègues, je remercie Philippe Brosset de cette présentation. C'est une présentation un petit peu sur le point sur l'actuel et sur l'avenir. L'avenir n'est pas prévisible dans ce domaine-là, il faut être conscient. Dans la mesure où, quand j'ai commencé mon internat, je me rappelle d'un article de Bankin qui traitait les tumeurs osseuses et qui disait que dans 2050 ou 2100, on serait capable de cultiver des cellules et faire de l'os. Ça a été beaucoup plus vite que ce qu'on sait faire actuellement. C'est un problème qui dépasse de loin l'orthopédie, puisque c'est un problème qui intéresse les instances gouvernementales ou même les autorités de santé européennes à des très hauts niveaux, et pour lesquels, indépendamment des problèmes, je dirais, purement orthopédiques, se posent des problèmes autres. Par exemple, on peut imaginer que chacun d'entre nous pense que son autogreffe est la meilleure. Ce n'est pas certain, car on sait que l'autogreffe de quelqu'un de jeune n'est pas la même, à une meilleure efficacité que l'autogreffe de quelqu'un d'âgé, donc ce n'est pas forcément l'autogreffe qui est la meilleure. Qu'il y a des pays ou des continents qu'on ne pourra pas traiter avec les autogreffes car ce sera trop cher. Il faudra peut-être envisager des allogreffes. Pensez à l'Afrique, par exemple. Le coût du matériel allogénique est beaucoup plus faible, puisque vous faites des millions de cellules à partir d'un seul donneur. Vous avez des problèmes avec l'allogénie, mais les cellules souches sont peu immunitaires, donc peu de réactions. Donc se posent des problèmes de savoir s'il faut absolument conserver l'autogreffe pour tout le monde, s'il faut passer pour certains continents d'allogénie, qui coûtera beaucoup moins cher. Et les bioréacteurs, par exemple, il y a des pays tels que l'Angleterre ou l'Allemagne qui ont investi dans des bioréacteurs, c'est-à-dire ce sont des usines qui permettent de traiter des cellules à un coût très bas, alors qu'en France, on reste encore communautaire du laborantin, et comme chacun sait, la manœuvre est la plus chère, ce qui explique les différents coûts. Je pense que, comme on disait au départ, je ne pouvais pas imaginer que j'aurais un téléphone portable dans ma poche quand j'étais enfant, mais je ne sais pas quel sera l'avenir pour les cellules souches. Il y en aura un certainement, mais l'avenir n'est pas prévisible. Merci Philippe. Y a-t-il des questions en assistance? Oui, je vous félicite, c'est extrêmement intéressant. C'est des sujets sur lesquels on travaille avec Hervé Petit depuis une quinzaine d'années. C'est quand même assez compliqué. Ce qu'on a voulu, nous, c'est mettre au point plutôt des systèmes in vitro, capables de modéliser. Et là, on est un peu déçus. C'est-à-dire pour arriver à trouver des pertes de substances d'abord non réparables, parce que c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, et qu'on arrive à réparer par ces systèmes, en fait, ça marche pas si bien que ça. Et il faut énormément de choses. Il faut d'abord être sûr que ce sont bien les cellules souches de l'individu et que ce ne sont pas devenus des fibroblastes en culture. Quel est le rôle des biomatériaux? C'est ça aussi ma question. C'est est-ce que le biomatériau tout seul ne permet pas d'induire des cellules souches, dans la technique de Nakayama, qui est Nobel, on sait que les cellules souches peuvent être internes et peuvent se développer quand on fait les biomatériaux. Enfin voilà, donc quelques questions. Et comment prouver aussi le rôle dans certains cas, vous avez quand même des différences relativement faibles, donc ça c'est des études cliniques sur relativement peu de cas, comment prouver le rôle, l'efficacité de ces cellules souches? Alors les cellules souches, d'abord, c'est très difficile parce que par définition, pour simplifier, personne n'a jamais vu une cellule souche. C'est invisible, car c'est une cellule à caractère mononucléaire qui ne se caractérise que par la culture en laboratoire, qui colle au plastique, qui fait des colonies
et qui ensuite a des caractéristiques pour fixer les anticorps. Mais en tant que tel, personne n'a jamais vu une cellule souche. C'est un premier point difficile, dont il faut être conscient. Le deuxième point, c'est ça a une capacité ostéogénique ou autre, parce que on parle de l'os, mais ça a aussi une capacité de différenciation dans d'autres tissus, qui est importante. Ce que l'on peut dire actuellement, c'est qu'on arrive quand même à faire du cal important à partir d'un biomatériau et d'une cellule souche. Le biomatériau a son importance, car in vitro, suivant la caractéristique du biomatériau, le nombre de cellules qui sont nécessaires pour former du tissu osseux est variable. C'est-à-dire la porosité du biomatériau. On peut considérer même que quand on compare, par exemple, un biomatériau synthétique à une allogreffe, l'allogreffe reste supérieure au biomatériau, sans doute parce que dans l'allogreffe, il y a du collagène et des débris de collagène, si bien qu'une des recherches actuelles, c'est sans doute d'induire et d'arriver à faire du collagène synthétique pour introduire dans le biomatériau, car la cellule souche nécessite sans doute un peu de collagène aussi pour se développer. Il y a une niche, en quelque sorte. Il faut même plus que ça, puisqu'il faut aussi des cellules hématopoïétiques, c'est-à-dire que la moelle osseuse a toujours deux composantes, une composante hématopoïétique qu'on oublie souvent en tant qu'orthopédiste, mais qui est nécessaire, car l'action des cellules souches n'est pas seulement la multiplication cellulaire, c'est aussi d'envoyer des signaux à distance, et ces signaux qu'on appelle les cytokines sont aussi importants, sinon plus importants que la multiplication de la cellule par elle-même. Il n'y a plus de questions, donc on va passer à la communication suivante. Merci à vous deux.